place, moi pour rien au monde je changerais ma place pour faire du cinéma, quoi. Le cinéma, comme on est dans la vitesse, etc., on n'a pas ce plaisir de s'arrêter sur une image, de la détailler, de voir ce qu'il y a caché dedans. Tout à fait, oui, on est à la fois dans la lecture, donc quelque chose de terriblement intellectuel, abstrait, et puis à la fois on est dans la contemplation de l'image, et on n'est pas dans le choc émotionnel immaîtrisable comme dans le cinéma, où on ne peut rien faire contre l'image qui nous agresse, quoi. On est totalement passif, là ça reste de la lecture, et en fait, bon, il y a eu sûrement des écrits très théoriques, très intelligents là-dessus, donc c'est pas le propos, mais il se trouve que c'est vrai, quoi, qu'on a vraiment une lecture très très riche avec la bande dessinée, avec un panel de genre qui va du livre tricotin aux BD les plus contemporaines, les plus d'avant-garde. Là, il se trouve que nous, on est dans un créneau, on va dire, enfantin, BD commercial, etc. Mais finalement par goût, quoi, on assume complètement, mais qui est très très riche, même si c'est un créneau plutôt grand public, plutôt... voilà. Oui, c'est grand public, mais c'est pas enfantin, c'est pas... c'est ça. Quand même, bon. D'ailleurs, je dis aux personnes qui, comme moi, commencent à avoir du mal à voir de près, que les textes, il faut mettre ses lunettes. Hein. Ah oui, je l'avais dit. Mais par rapport à ce que disait Jean-Marie, en parlant de la bande dessinée et du cinéma, il n'empêche que pourtant la bande dessinée, surtout depuis 20 ans, est devenue une source d'inspiration monumentale pour le cinéma. C'est fou de voir le nombre de séries. Alors, bon, on peut parler bien sûr de toute la bande dessinée américaine des années 30-40, bon, les super-héros et compagnie, mais même d'autres bandes dessinées sont de plus en plus adaptées au cinéma. Et souvent, les réalisateurs se servent des bandes dessinées réellement comme un storyboard de base, voilà. Bien sûr. Mais... Et les bandes dessinées de très grands maîtres comme Bilal Moore, par exemple, qui lui aussi a fait une bande dessinée très écrite, très... D'ailleurs, on profite de notre présence aux Utopiales donc juste après la conférence, là, il y a Spielberg qui va nous attendre parce qu'il pense à une adaptation des Buggles-Nose, donc c'est une avant-première, donc on va pas traîner, voilà. C'est pour ça. On n'a plus rien à perdre, on s'en fout. Spielberg, c'est des millions, vous savez, tout va bien. Et le fait que le cinéma pioche dans l'univers de la bande dessinée, ça prouve effectivement que c'est devenu une source de création, ce qui était l'inverse au départ, sans doute dans la bande dessinée, ou très inspiré par le cinéma. Là, c'est vrai que c'est étonnant de voir que c'est un peu l'inverse qui se produit, quoi. C'est d'autant plus l'inverse que non seulement on adapte les scénarios et une certaine imagerie, mais on va jusqu'à adapter, utiliser le graphisme. Comme dans SimCity par exemple, où le Tintin, où voilà. Qui essaie d'imiter où on retrouve le graphisme de la bande dessinée en images mouvantes. Oui, c'est un petit peu, mais c'est peut-être même un peu artificiel au mauvais sens du terme, hein, parce que finalement la bande dessinée, c'est ça sa richesse, quoi. C'est qu'à chaque dessinateur il y a un graphisme, et c'est ce graphisme qui fait l'univers de la bande dessinée, ce qui n'est pas le cas au cinéma. Donc le cinéma va déployer des moyens énormes pour essayer d'évoquer le graphisme de Hergé ou le graphisme de tel ou tel auteur américain ou de Bilal. Alors ça déploie une énergie folle. Finalement c'est un peu curieux, mais bon, voilà, si l'industrie se sert, c'est qu'il y a une raison commerciale. Mais nous, sur notre petite planche de 40 cm de côté, c'est vrai qu'on arrive à créer des univers totalement différents et d'une richesse insoupçonnée, insoupçonnable, et c'est la rencontre avec un univers littéraire, bah, c'est vraiment cette richesse qu'il y a à développer. C'est marrant parce que ça, en même temps, quand j'écoute Jean-Marie, je pense à autre chose qui est lié à ce qu'il vient de dire, c'est aussi à la survie de la bande dessinée après la mort des auteurs et à ce qui se passe dans le monde de la bande dessinée aujourd'hui. On était donc à Saint-Malo à Quai des Bulles. Et il y avait, je ne citerai aucune série, hein, bien sûr, je n'aurais pas cette indélicatesse, mais des séries que vous avez connues, qu'on a aimées, où on voit l'enfance de, la vieillesse de, tout ça assez terrifiant, je vais être franc, et finalement, on parlait dans la voiture, parce qu'on avait entendu, alors c'est pas un scoop, hein, que comme Hergé, vous savez, va basculer dans le domaine public, Casterman aurait l'obligation, en 2030, ça ressemble à une boutade, hein, mais ça, apparemment, ça n'en est pas une, de faire un nouveau Tintin.
En 2030, on sera tous morts, mais bon, on sera très vieux, pas les plus jeunes. C'est Moulinsart qui va râler bien fort, pas pouvoir avoir l'argent que ça va apporter. Mais en même temps, je me disais, finalement, je trouve que Hergé a eu bigrement raison d'interdire une suite, parce que, on le voit sur d'autres séries que vous connaissez, je ne citerai aucun nom, où il y a une suite. Ça peut être heureux, hein, je ne dis pas, il y a des auteurs, des dessinateurs qui peuvent faire des très belles choses. On peut toujours réinventer une série. Si on a le talent et la foi et la passion, bien sûr, ça c'est évident. Mais ça me paraît souvent très discutable et très difficile. Ça dépend des séries. Parce non, on n'en est pas là, c'est numéro 1. Il y a des séries comme les Spirou et Fantasio, par exemple, ouais, qui depuis le départ changent mais c'est un peu l'exception. De dessinateurs, changent de scénaristes, etc. Et continuent à vivre et à s'adapter à les nouveaux auteurs ont fait un boulot qui est très beau, c'est vrai, je suis d'accord. Tommy et Jory, j'aimais beaucoup d'ailleurs. Moi, ma préférée reste Franquin et Fournier, quand même. Mais j'ai beaucoup aimé ce qui a suivi. Donc vous prenez un contre-exemple. Donc il n'y a pas de règle absolue, je ne dis pas ça de façon gratuite. C'est pour ça que je prenais ce contre-exemple-là, parce que là, c'est une bande dessinée qui existe dans la durée et qui, depuis le départ, son créateur a été remplacé très vite et depuis mais alors, si tant de... Sur Spirou, je crois que, si je ne dis pas d'ânerie, on en parlait avec Jean-Marie, en fait, c'est pas Franquin l'auteur, c'est carrément les éditions, enfin, ça a été commandité par les éditions du Puy. Oui, ce qu'on a appris récemment par Georges Merel de la librairie Aladin, qui a un puits de science au niveau de la bande dessinée, il nous disait que le personnage Spirou, donc exceptionnellement, c'était un personnage d'éditeur. Oui. Voilà, donc on l'ignorait, enfin moi je reconnais mon ignorance là-dessus. Donc, mais quand Rogwell l'a créé, etc., c'était un personnage éditeur pour les journaux, et puis par rapport à Tintin aussi. Voilà, donc on a appris ça, ce qui est un peu l'exception, effectivement, et ce qui entraîne des choses différentes au niveau des droits d'auteur, etc. Donc c'est pour ça que le phénomène Spirou avec les auteurs qui le reprennent est possible et sans problème. Alors qu'avec... bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Alan, hein, donc c'est un débat sur l'histoire de la jeunesse, de la vieillesse. Il y a des fois je trouve que ça fonctionne, il y a des fois c'est aussi une preuve d'autonomie du personnage, qui fait que il vit sa vie propre, il n'est pas attaché à l'auteur. Donc ça je trouve ça plutôt réjouissant, parce que les auteurs sont tellement mis en avant, des fois au détriment de la série, donc il y a quelque chose d'un petit peu gênant là-dedans. J'aime bien quand la série est plus connue que les auteurs, finalement, si on peut dire, quoi. Après, c'est bien aussi que la BD veuille être reconnue dans l'art avec un grand A. Donc c'est ce phénomène qui fait que les séries sont reprises, avec déclinées sous la jeunesse, la vieillesse. Bon, des fois c'est un peu ridicule, mais c'est aussi une preuve. C'est aussi une preuve où le personnage de la fiction devient une vraie mythologie, quoi. Je pense qu'Astérix ou Tintin, ce sont vraiment des mythologies contemporaines qui ont alors après, est-ce qu'elles doivent être reprises ou pas, ça c'est autre chose. Ce sont tellement des mythologies contemporaines que, en tout cas pour la génération des gens qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans, énormément des éléments de ces BD sont devenus des contextes, des concepts sont devenus un bibelot de chez Typhus. Tout le monde sait ce que c'est, par exemple, alors que c'est juste 3 cases dans un Astérix. Oui, lequel? Le piège. Les lauriers de César. C'est ça? Bravo. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de les lecteurs sont plus érudits que nous. Mais c'est vrai au niveau de l'image aussi, hein, on se rend pas compte, c'était une réflexion, je crois que c'était Möbius qui disait ça, au niveau des vignettes de Tintin. Il expliquait à quel point ces vignettes étaient devenues il appelait ça des icônes. C'est-à-dire que moi je me souviens que mon frère, revenant d'un voyage touristique en Thaïlande, m'avait ramené un t-shirt avec une image de Tintin sur le t-shirt, porté par les Thaïlandais. C'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que c'est des images qui sont devenues ce qu'on peut appeler des icônes, c'est-à-dire susceptibles d'être... Je ne pourrais pas bien expliquer, il faudrait demander à Michel Serres la différence entre une image et une icône, mais on imagine la différence, quoi. C'est une image qui se soutient elle-même, et ça, c'est la bande dessinée qui nous l'a offert. Hein, donc ça, c'est... Donc quand on est des auteurs, quel que soit notre niveau, on est excité par ça, quoi. On se dit, voilà, ou des auteurs plus complexes, comme Bilal, ou des gens comme ça, ou Drouillet, ce sont des gens aussi qui ont apporté un graphisme qui est reconnaissable à milieu, et voilà, qui ont apporté quelque chose qui est moins le cas dans le cinéma, ou même dans la littérature. On peut dire, il y a un style littéraire, bien sûr, mais c'est différent, les mots, c'est plus abstrait,
c'est différent. Voilà. Et là, on a vraiment une chance exceptionnelle, quoi. Et on essaye d'en profiter en faisant des bouquins, mais qui soient aussi, il ne faut pas non plus être trop prétentieux, il faut aussi rester, c'est ça qui est passionnant, quoi. Rester dans une lecture premier degré, une lecture deuxième degré, puis soi-même essayer de s'épanouir en tant qu'artiste, entre guillemets, si on peut, quoi. Donc tout ça est très 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 riche, quoi. Très riche. Bien qu'il soit